tous, bienvenue dans cette nouvelle interview Révélation des leaders de cœur. Alors ce soir, j'ai l'honneur d'avoir en interview Séverine Couvreur. Bonsoir Séverine. Bonsoir Astrid. Alors Séverine, je vais vous la présenter en quelques mots, puis après Séverine, je te laisse la parole. Donc qui est Séverine? Séverine est chef d'exploitation du champagne Martial Couvreur et vice-présidente de la mission UNESCO Champagne, et également maman de 3 filles. Séverine, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivée là? Parce que as-tu rêvé, petite fille, d'être chef d'exploitation d'un domaine viticole, vice-présidente d'une mission UNESCO, voilà. Alors pas du tout, ça faisait pas partie de mes rêves. Je me voyais plutôt à l'Assemblée nationale, donc pas du tout dans le milieu viticole et encore moins bénévole pour une mission qui s'occupe d'un bien inscrit au patrimoine mondial. Mais c'est la vie en fait tout bêtement qui m'a conduite sur ces chemins-là et c'est en fait les deux sont des lieux de passion. Voilà, dans les deux, j'ai des En fait, passions. La alors passion du champagne et la passion d'un territoire. qu'est-ce qui te passionne dans tout ça? Parce qu'en fait, il me semble que petite, tu as toujours été passionnée par le patrimoine, la culture. Mm. Et en fait, Effectivement. comment tu fais le lien avec tout ça? Comment tu gères tout ça? En fait, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu fais ce qui te passionne, qu'est-ce qui te pousse au quotidien, qu'est-ce qui te motive à avancer dans ce domaine-là? Alors, c'est difficile parce qu'il faut répondre sur les deux tableaux, aussi bien chef d'exploitation que à la tête avec Pierre-Emmanuel Tétinger de la mission UNESCO. Mais grosso modo, qu'est-ce qui me passionne? C'est, je pense, avant tout, c'est l'humain, c'est la relation, c'est les projets, en fait, la construction de projets pour arriver ensemble à parler soit d'un territoire, soit d'un produit. Dans les deux cas, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du partage en vue de construire quelque chose ensemble. Voilà. Pour l'exploitation viticole, c'est plus le partage avec mon mari sur le produit champagne, sur déjà tout ce qu'avaient construit ses parents, tout ce qu'avaient construit ses grands-parents et comment nous, on ajoute notre pierre à l'édifice et comment on essaye aussi de poursuivre l'aventure familiale ensemble pourquoi pas un jour, mais sans obligation, parce que je crois il faut laisser nos enfants très libres avec tout ça, mais pourquoi pas un jour leur transmettre et qu'elles en soient fières, et même si même si elles ne le reprenaient pas, qu'elles en soient fières et qu'elles puissent le transmettre à quelqu'un que ça passionne également. Et côté UNESCO, côté mission Coteau Maison et Cave de Champagne, là, c'est vraiment la passion d'un territoire parce que moi, je suis une pure Parisienne qui n'avait pas quitté Paris, si ce n'est pour une expérience pas très heureuse en Normandie à Rouen à mes débuts professionnels, mais qui en fait était quand même très très dans le moule. Les Parisiens, il y a rien de mieux. On est les plus forts, on est les plus intelligents et on a quasiment tout créé, tout vu, tout et on sait tout. Bien sûr, c'est très très caricatural ce que je dis, mais c'est quand même la vision du Parisien classique quand on arrive en province. C'est incroyable, Et moi, je suis arrivée là-dedans avec cette étiquette parisienne. parisienne. Et en fait, j'ai tout de suite été très bien accueillie quand même. C'est-à-dire que je me suis pas, d'une part parce que je pense que j'y suis pas allée avec arrogance et qu'ensuite j'ai vraiment cherché à comprendre. J'ai cherché à comprendre le produit, j'ai cherché à comprendre son histoire, j'ai cherché à comprendre ce territoire si particulier qui avait tendance à, entre guillemets, à se maltraiter dans le sens où il se voit pas aussi beau qu'il l'est et avec autant d'intérêt pour le patrimoine. Alors, tu m'as posé une question sur le patrimoine. Moi, j'ai toujours vécu dans les musées depuis que je suis toute petite. Mes parents étaient tous les deux au ministère de la Culture. Maman était conservateur et papa était administrateur. Et, euh, et
et donc moi, le Louvre, Orsay, tous les musées, même les petits musées de Paris, je les connais à peu près tous. J'en ai fait le tour avec mes parents. Je vivais là-dedans, en fait, et je vivais dans cette idée. Et en plus après, avec la Légion d'honneur, quand j'ai été à l'école à Légion d'honneur, j'ai vécu dans l'abbaye de Sugères à Saint-Denis. J'ai toujours été dans des lieux magnifiques. J'ai toujours été portée par ça. Et Alors donc, justement, j'ai une question parce que, excuse-moi, mais pour une Parisienne pure souche, élevée dans la culture, tu vois, dans un appétit je pense, de te cultiver en permanence, te retrouver en lien avec la terre, parce que en fait, en tant que vigneronne, c'est un peu le choc des cultures, tu vois, même si de la Champagne, tu as été la chercher, tu vois, mais comment ça a été perçu tout ça par, je sais pas, ton entourage, ta famille et toi? Est-ce que c'est quelque chose, tu tout de suite t'es tombé en amour de ça, ou est-ce qu'il y a eu un cheminement pour il y a eu tout un intégrer cheminement. tout ça? Alors, il y a eu un cheminement personnel. Je pense qu'il y a eu un cheminement de mes parents. Et puis, il y a eu un cheminement de mon mari. Il y a eu tout un cheminement de différentes personnes. Euh, Moi, mon cheminement personnel, il était tout simple. C'est que j'étais la fille au sein du ministère de la Culture. Et j'avais pas envie d'arriver avec une étiquette. Voilà, maman avait fait beaucoup de choses dans les musées. Et en fait, j'arrivais vraiment pour le coup là, avec une énorme pression, aussi bien de mes parents que de moi-même. Et donc au départ, effectivement, j'ai fait des études qui m'emmenaient tout droit vers ça, puisqu'au départ, j'ai fait une prépa littéraire, une Pocan-Cagne. Je rentre directement en licence d'histoire. Je me passionne pour l'histoire médiévale. L'histoire médiévale, ça me conduisait tout droit sur un cursus soit de recherche, soit d'historien, et pourquoi pas ensuite passer d'autres concours plus importants, les concours de conservateur, enfin voilà, de l'école du patrimoine. Et mes parents me voyaient tout à fait aller là-dedans. Et en fait, c'était trop lourd. Et j'ai une maman qui a une personnalité très 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 forte. Et j'étais pas en capacité d'assumer, je pense, la comparaison. Et donc j'ai pas. En fait, très rapidement, je me suis dit, mais moi, finalement, j'ai pas envie de travailler dans le secteur public. Non pas que j'étais pas convaincue que le secteur public était important, et notamment dans la conservation du patrimoine, que ce soit du patrimoine artistique, que ce soit des monuments, que ce soit des paysages ou autres, mais j'étais dans l'idée qu'il fallait que je trace ma propre route et que je sois pas dans le sillon de mes parents, et que j'aille aussi beaucoup dans le privé, parce que j'avais envie de connaître ce qu'était effectivement ce fameux monde entrepreneurial du privé, avec des grandes entreprises, des petites entreprises, des secteurs complètement différents, du commerce, des notions qui étaient un peu enfin en tout cas à l'époque de mes parents, quand ils étaient dans les musées, on parlait pas trop business. Alors quand on voit ce qui est devenu le Louvre et Orsay, on peut se dire que ils ont bien ils ont bien pris le pli du business. Et enfin, au demeurant, c'est très bien si ça permet de pouvoir restaurer des œuvres et de contribuer à la protection de tout ce patrimoine et de toute cette connaissance et de cette mémoire. Mais moi, j'étais plus dans l'idée, allez, je sors un peu de ma zone de confort et je vais chercher autre chose que je ne connais pas. Et d'ailleurs, je suis allée la chercher très loin parce que, bon, je dis que je suis une horrible Parisienne, mais en fait, là, pour le coup, à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, il faut que tu quittes un peu le giron familial, et je suis allée en école de commerce à Lyon, à l'EM Lyon. Et, euh, et en fait, l'EM Lyon, ça a été vraiment une révélation pour moi, parce que c'est là où je me suis fait mes meilleurs amis. Et puis c'est là où j'ai découvert une autre vitalité intellectuelle qui n'était pas forcément liée à une sorte euh, de quant à soi, de culture. Je vais pas dire de culture Télérama parce que mes parents étaient pas très Télérama, mais c'est un peu ça, quoi. C'est il faut avoir vu tel film, avoir lu tel bouquin, avoir été et en fait, là, j'étais dans autre chose. J'étais avec des jeunes qui étaient bouillonnants, qui s'intéressaient à plein de choses, à des cultures autres, étrangères, qui s'intéressaient à l'informatique, qui s'intéressaient à plein de domaines complètement différents, scientifiques, parce qu'on était souvent avec Centrale Lyon.
qui avait des projets de création d'entreprise. Donc on était plus dans le foisonnement intellectuel de la création et puis aussi ce que j'ai découvert, c'est cette formidable capacité à travailler ensemble et à conjuguer les compétences pour résoudre des problèmes ensemble et créer des entreprises ensemble et créer des choses ensemble. Et je trouvais ça vraiment génial. Et donc voilà. Et en fait, l'EM, ça a été une vraie révélation. Et puis de fil en une aiguille, j'ai rencontré mon mari. Et là, il avait la bonne idée d'avoir une famille qui était dans le Champagne. Et, euh, et j'ai une belle famille qui m'a tout de suite très gentiment ouvert les bras et très bien accueillie. Et puis j'ai découvert ce produit que je ne connaissais absolument pas parce que oui, j'en avais bu euh, dans des cocktails, dans ma famille, mais d'abord dire que c'était des bons champagnes, ça c'est autre chose. Je sais pas trop ce que je buvais à l'époque, je savais pas trop identifier. Et donc voilà. Et donc quand je suis arrivée dans ma belle famille, on a commencé à m'expliquer le produit, et que j'ai commencé à m'intéresser, à comprendre. C'est une J'ai nouvelle trouvé ça culture, en fait, que tu as découvert. fascinant. Ouais, c'est une Mais nouvelle oui, culture, une en fait. culture. Ouais, Ah, exactement. en fait, ce qui regroupe dans tout ce que tu dis, ce qui est impressionnant, c'est ta passion pour la culture, en fait, les cultures, que ce soit la Oui, culture de l'entrepreneuriat, la culture de l'humain, oui, tu vois, à chaque fois, c'est la passion de la culture, en fait. c'est ça, effectivement. Et Mais parce que la notion de savoir m'effraie, si tu veux. En fait, je me suis très rapidement rendu compte que on savait rien, en fait, que à chaque fois, on était spécialiste d'un domaine ou de plusieurs domaines suivant ce qui nous intéresse et ce qui nous passionne. Donc, on va lire, on va amasser des connaissances et tout ça, soit par notre cursus, soit ensuite dans la vie, par nos rencontres et tout ça, mais qu'en fait, ce que je sais, c'est un millième de tout ce qui existe sur la planète. Les bouquins, j'aurais jamais tout lu. Les auteurs que j'aime, j'aurais jamais, mis à part certains, j'aurais pas forcément réussi à lire tous leurs bouquins parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent, etc. Et donc en fait, je me dis, bah voilà, c'est les rencontres qui font qu'on s'intéresse à des choses et c'est passionnant d'aller découvrir les autres et leur culture. Oui. Mm. et Et l'UNESCO, c'est pas pour rien, hein. alors vas-y, explique-nous pourquoi l'UNESCO. J'avais une autre question, mais je te la poserai après. Euh, Bah pourquoi l'UNESCO? Tout simplement parce que ça a été une opportunité là aussi. Je navigue un peu sur les opportunités. J'ai toujours navigué d'ailleurs sur les opportunités. Il faudrait que je Et réfléchisse tu à sais ça. que beaucoup de gens devraient apprendre à naviguer sur les opportunités, Oui, parce que tu sais, un des outils que j'utilise, le Human Design, dans les stratégies de la plupart des gens, en fait, c'est de répondre aux sollicitations de la vie. Et en fait, on est éduqués comme ce qu'on appelle des manifesteurs dans le jargon du Human Design. Les manifesteurs sont des personnes qui sont là pour initier les projets. Sauf qu'il y a mmh. très très peu de personnes qui naturellement sont faites pour initier des projets. La plupart sont faites pour répondre aux sollicitations de la vie. Et toi, par rapport à ton design, bah, t'es ok, t'es bien. Oui, oui. En fait, moi, je navigue d'opportunité en opportunité, hein. J'ai eu la chance tiens d'ailleurs, si on reprend ça, quand j'étais en histoire, et je reviendrai sur la question de l'UNESCO, mais on va y arriver. Quand j'étais euh, Quand j'étais en licence d'histoire, clairement, je me suis dit, l'histoire médiévale, c'est ma passion. Je laisse de côté. Enfin, ça peut paraître bizarre, hein, mais je laisse de côté parce que c'est pas ça qui me permettra d'aller vers ce que j'imaginais. Enfin, j'avais envie de découvrir le monde de l'entreprise. Je me suis dit concrètement, l'histoire médiévale, ça va être un peu compliqué de présenter des écoles de commerce avec une maîtrise d'histoire médiévale. Quoique, hein, mais on peut tout faire, mais voilà. Et donc, je suis allée en histoire contemporaine. Et là, j'avais un prof qui m'aimait bien. J'étais en histoire économique et monétaire de l'Europe, qui me dit, Séverine, j'ai une opportunité pour vous. On cherche 3 étudiants pour travailler sur l'histoire du Palais des Congrès de Paris, du parc des expositions de Versailles et du parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Ok, on fait un bouquin sur les 300 ans de la CCI. On a besoin de travailler ces trois lieux emblématiques de Paris pour le commerce et pour le monde entrepreneurial. Et puis vous, ben, je vous colle sur un truc hyper contemporain. Vous allez m'étudier des années 60 à nos jours. À l'époque, on était en 2001, 2002. Et donc, et donc voilà. Et je me jette à fond là-dedans.
parce que je trouvais ça génial. Et en plus, c'était de l'histoire limite du journalisme. Enfin, c'était très, très, très contemporain. Et je me dis, mais banco, quoi. Enfin, moi qui veux faire un dossier pour entrer dans une école de commerce, c'est génial parce que c'est un très bon levier. Et effectivement, à l'oral, c'est ce que j'ai vachement développé. Et ce qui a fait que j'ai été prise à l'EM Lyon. Et après, d'opportunité en opportunité comme ça, à chaque fois, ça a été comme ça. Bon, ma belle famille travaille dans le Champagne. Il s'avère qu'à un moment donné, avec mon mari, on est à la croisée de nos vies professionnelles. Moi, je me dis, là, concrètement, je viens d'avoir ma deuxième fille. Si je dois continuer, il faut que je sois manager je dois me donner que 3 ans pour être manager dans ma boîte, parce que sinon, ça veut dire que j'ai pas un bon profil, et donc j'ai 3 ans. Donc ça veut dire 3 ans où concrètement, on voit pas ses enfants, enfin, ou très très peu, ou je les couche, je leur fais un bisou, elles dorment. Tu avais le choix entre ta carrière là ou ta vie de famille, mais les deux par rapport à là où tu en étais, c'était compliqué. Et ça, c'est un dilemme que beaucoup de femmes ont en fait. Et souvent, les enfants arrivent au moment où, dans la carrière, c'est un moment charnière. Ça se joue. Ouais. Mais c'est intéressant ton parcours parce que finalement, tu as fait des choix en priorisant tes valeurs, mais finalement, tu t'es pas sacrifié. Ça a plutôt été Bah, au final, à chaque fois, je suis retombée sur mes pattes. Après, peut-être que j'ai une bonne étoile. Tout ne s'est pas fait facilement non plus. Là, ça semble facile, mais parfois ça a été des gros choix. Mais là, c'était un choix volontaire, vraiment, et je l'ai jamais regretté. C'est qu'avec mon mari, lui, il avait 10 ans de boîte, moi j'en avais 4. Et là, mon beau-père dit, je pars à la retraite. Donc, on lui a juste demandé un délai d'1 an pour préparer les transitions, reprendre des études, parce qu'il fallait repasser son bac pro. Donc, on est retourné sur les bancs de l'école. Mais là, pareil, opportunité de mon beau-père qui nous dit ça, de réfléchir à ce projet et de se dire, on a 30 ans, à 40, on le fera pas forcément si on est trop bien installé. Puis les enfants seront plus grands, etc. Donc, ça sera moins facile. Là, si on fait un changement de vie, il sera plus facilement acceptable par tout le monde. Et donc, voilà, on s'est lancé là-dedans. Et là, pour le coup, j'ai vraiment insisté pour que la transition se fasse bien. J'ai dit à Aymeric, on ira, qui est mon mari, je lui ai dit, on ira vraiment sur les bancs de l'école ensemble. C'est-à-dire que moi, je ne te laisse pas passer le bac pro tout seul. Moi, je veux le passer parce que je veux comprendre, en fait. Mais toujours aussi par curiosité. Ouais, t'avais quel âge? Moi, j'avais 30. Attends, 27, c'est le premier. J'avais 30 ans, ouais. Attends, mais c'est génial quand même. En fait, tu fais une prépa littéraire, l'EM Lyon, et puis tu repasses un bac pro à 30 ans pour reprendre une exploitation. Oui. C'est pas banal quand même. Non, c'est pas banal. Alors que t'es maman de 2 enfants déjà. Oui, alors ça a été la partie un peu moins drôle. C'est que c'est là où tu vois que parfois il faut que les systèmes de formation s'adaptent un peu au public qu'ils ont. Parce que on était donc dans une formation pour adultes, pour passer le bac pro. Et on avait expliqué qu'on avait 2 jeunes enfants, et notamment que ces 2 jeunes enfants allaient à la crèche. Et là, pour le coup, la crèche, tu peux pas dire à la crèche, bah oui, mais moi j'ai une formation, il faut que je sois à 8 heures à tel endroit. Donc vous êtes priés d'ouvrir à 7 heures pour que je sois à l'heure, en fait. Tu peux pas leur dire ça. Eux, ils ont une heure d'ouverture. Donc l'heure d'ouverture, c'était 7h30 au plus tôt. Et donc concrètement, comme il fallait 45 minutes de route, on savait que tous les matins, on aurait un quart d'heure de retard. Et on l'a dit dès le départ. C'est-à-dire que tout le monde le savait, tous les profs le savaient. Ben, tu avais systématiquement des profs qui disaient « Ah ben, je vous mets un retard parce que vous avez 15 minutes de retard. » Et là, tu te dis, en fait, c'est des petites, parfois, il y a des petits grains de sable comme ça qui viennent t'embêter. Alors que c'est tellement simple de dire, bah oui, ok, vous aurez un quart d'heure. Quoi. Et en même temps, à un moment donné, faut lâcher. Ce que tu peux pas changer, tu peux pas changer. Eux, ils sont pas d'accord pour que tu arrives avec un quart d'heure de retard. En même temps, c'est normal parce que c'est contre la règle de l'établissement, mais toi, tu ne peux rien y changer. Donc, à un moment donné, bon, bah. Bah voilà. Et en fait, il a bien fallu qu'il s'y fasse et que nous, de toute façon, on pouvait pas faire autrement. Donc, dans tous les cas, c'était comme ça. Mais, et puis ça s'est fait. Mais on était très contents Moi, j'ai beaucoup appris parce que dans cette formation, bien sûr, on voyait la viticulture, la vinification, donc l'énologie. C'était vraiment génial. Et puis moi, j'y connaissais rien. Le vin, j'appréciais. Le champagne, je te dis, vraiment, j'étais pas très très connaisseuse.
Et donc pour moi, ça a été un vrai défi. Le défi le plus dur, c'était la taille, parce que la taille, il faut être rapide et que là, pour le coup, je suis un peu trop perfectionniste. Moi, je comptais le nombre d'yeux à chaque fois et j'avais un peu du mal à être rapide. Bon, ça, j'ai Bon, fini c'est par. pas ta zone de génie, la taille. Non, j'ai fini par y arriver, mais j'ai adoré plein de choses, découvrir la connaissance des mauvaises herbes dans les vignes qui t'indiquent un peu la nature de ton sol dessous. Enfin, quand tu sais les reconnaître, etc., tu sais que ah bah s'il y a telle plante, ça veut dire qu'il y a tel problème ou telle carence ou telle autre. Enfin, il y a plein de choses qui sont passionnantes et qui me sortaient encore une fois de ma zone de confort. Donc ça, c'était sympa. Et si on continue dans les opportunités, tu me demandais pour l'UNESCO. Eh ben, là pour le coup, c'est bien parce que l'UNESCO, ça répond en partie à un moment qui n'a pas été facile. C'est que quand on a repris l'exploitation, très rapidement, je me suis rendu compte que moi qui n'avais travaillé, parce que j'ai oublié de le dire, mais j'étais dans le conseil en organisation en banque et finance, on ne travaillait finalement qu'en groupe ou qu'avec nos clients et tout ça, mais j'étais tout le temps en mode réunion, résolution de problèmes, mais en groupe avec mes managers, travail sur des problématiques, mais quand on répondait à des appels d'offres, on travaillait ensemble. Donc et ça m'avait beaucoup plu en école de commerce, et c'était ce que j'avais retrouvé dans ma vie professionnelle, donc c'était très important pour moi. Et le métier de vigneron, c'est un métier de solitaire, en fait. C'est un métier excessivement solitaire. Mais comme tous les entrepreneurs, en fait, qui se lancent, tu sais, quand tu passes du salariat, où effectivement, tu as une structure d'entreprise et tu suis finalement le mouvement, tu as un rythme, le midi, tu manges avec les collègues, tu as des pauses, tu as Ouais, des exactement. phases de coworking, tu as des réunions. Et en fait, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te retrouves tout seul, souvent chez toi, face à ton ordinateur. Exactement. Et c'est pas évident à gérer. Donc ça m'intéresse justement de ton partage d'expérience. Je Ah pense bah que là, ça a ceux qui nous été, écoutent vont être non mais là, ça a été une déflagration parce qu'en fait, et en plus, l'autre déflagration, c'est qu'en parallèle de ça, j'étais censée quand même travailler à minima avec mon mari et on était censés se partager les tâches, mais être une équipe, quoi. Enfin, travailler ensemble. Et en fait, lui s'est rendu compte il adorait travailler tout seul et qu'il n'avait pas du tout besoin d'échanger avec moi, enfin, ou très très peu, enfin que voilà. Et ouais, double challenge là. À ah la bah fois, là, tu c'était un sors, peu tu te retrouves toute seule, ah bah bosser oui, en couple. Et ça, oui, c'est pas évident parce que ah bah tu, c'était un challenge, ouais. c'était vraiment compliqué. Et donc là, très gentiment, mon mari me dit, écoute, je pense qu'il est temps que tu remettes ton côté politique sur la table, parce que c'est vrai que j'ai toujours été investie dans le monde politique depuis que je suis toute jeune, depuis l'âge de 16 ans. Et donc, il me dit, c'est le moment. Tu vas aller te sociabiliser dans le monde du champagne. Tu vas aller au groupe des jeunes vignerons. Et, euh, et en fait, en discutant avec les uns les autres et aussi en allant, encore une opportunité, en allant à Bordeaux voir l'événement Bordeaux Fête le Vin, je me dis, mais c'est quand même dingue. Et je dis au groupe des jeunes vignerons, je leur dis, mais c'est quand même dingue. Il n'y a pas d'événement en Champagne. Il n'y a pas de grand événement en Champagne pour parler du Champagne, valoriser ce territoire, le mettre en avant, etc. Et là, ils me disent, Banco Séverine, on te suit, tu montes un dossier, on y va tous ensemble et tout ça, puis on travaille le truc. Et puis, de fil en aiguille, le président du syndicat général des vignerons s'y intéresse, le comité Champagne s'y intéresse, et puis on commence à avoir un groupe de travail interprofessionnel, donc avec les maisons de champagne, etc. Et on travaille là-dedans. Et ça ne voit pas le jour. Ça ne voit pas le jour. Mais moi, au moins, ça m'a sorti de ma solitude. J'ai travaillé en groupe sur un sujet. Je me suis fait plein d'amis champenois très sympas, de tous les âges, à la fois des jeunes et puis aussi dans les maisons. Et ça m'a permis de rencontrer des gens formidables parce qu'on discutait de ce sujet. Et en parallèle de ça, de découvrir qu'il y avait effectivement un dossier d'inscription au patrimoine mondial qui était en cours. Pour Et la finalement, Champagne, pour la région Champagne. ouais, pour le champagne, ouais, pour les maisons et caves, coteaux et caves de Champagne. Et en fait, mon projet à moi ne voit pas le jour. Enfin, mon projet, le projet Ouais, de l'équipe, du enfin, SCP et du comité Champagne ne voit pas le jour. On le
Et puis on m'explique, bon bah voilà, non, il verra pas le jour. Bon, très bien, grande déception quand même, mais c'est pas grave. Et on me dit, mais ça vous dirait pas d'aller rejoindre l'équipe de la mission UNESCO. C'est une association, on a besoin d'un représentant du vignoble là-bas. Et on aimerait bien que vous rentriez au sein du conseil scientifique de la mission UNESCO. Et là, vraiment encore une opportunité, mais liée à un truc qui avait pas marché, mais hop. C'était une étape en fait. C'était l'étape qui préparait la suite. C'est intéressant parce que parfois on est à fond dans un projet, il capote, mais derrière en fait il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand on suit son cœur, finalement, tu prends les opportunités parce qu'elles te plaisent, mais tu sais pas où elles vont t'emmener en fait. Non. Même là, la mission UNESCO, tu sais pas où ça va t'emmener finalement. Non, on sait pas. Tu le sais, mais sais pas. Mais c'est de la curiosité intellectuelle. C'est-à-dire que là, à chaque fois, en fait, quand je me suis intéressée au grand événement champenois, honnêtement, j'avais jamais monté d'événementiel en particulier. Je m'étais jamais intéressée à ça. J'avais jamais approché le monde du tourisme. Le tourisme, je connaissais par les musées, mais de manière très très éloignée. Et puis tout ça depuis mes parents avait beaucoup changé. Mais donc c'était une découverte de tout ce milieu-là, et moi j'adore à chaque fois comprendre les ramifications, comprendre les enjeux aussi politiques, de politique territoriale, préparer cet événement. Je me souviendrai toujours, pour l'anecdote, j'arrive devant le syndicat, devant le conseil d'administration du syndicat, on me dit vous allez présenter votre idée du groupe des jeunes, présenter. Ok, je présente, et puis je dis bon bah voilà. Bien sûr, où doit avoir lieu cet événement, on ne le sait pas. Peut-être à Reims, peut-être à Épernay, peut-être à Troyes. Et voilà. Et je passe à un autre sujet. Je finis ma présentation. Première question. Et pourquoi vous n'avez pas parlé de Château-Thierry? Ah, effectivement, Château-Thierry. Alors, excusez-moi. Oui, tout à fait, j'aurais dû en parler. Bah oui, parce que c'est quand même l'Aisne. Oui, bien sûr, Hélène fait partie de l'AOC. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, mais pourquoi pas Château-Thierry, en fait, voilà. Donc je me raccroche aux branches, mais je vois les vignerons axonais qui étaient un peu. Depuis, je me suis rattrapée. Hein. J'ai beaucoup dans l'Aisne, beaucoup dans l'Aube, partout. bon, en même temps, quand tu démarres, voilà, justement, tu sais pas tout. Et là, il y a une petite boulette, mais ça. Oui, non, mais en fait, c'était très rigolo. Et là aussi, j'ai compris je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris aussi que ça serait très compliqué un jour qu'il y ait cet événement. Parce que c'était pas une question de volonté ou pas de volonté. C'est que quand on a un territoire aussi large avec 5 départements, 3 régions, bon, deux régions majeures quand même, le Grand Est et le Hauts-de-France, parce que l'Île-de-France est quand même très anecdotique dans l'appellation. Il y a que deux villages qui sont concernés, mais en fait, c'est des territoires qui sont multifacettes, qui ont une culture globale champagne, mais qui ont aussi des micro-cultures. Enfin, c'est pas des micros au sens petit, hein, mais qui ont aussi leur patrimoine à elles, qui sont bien différentes, et ça, je m'en suis rendu compte au sein de l'UNESCO, qui ont des paysages aussi propres, enfin des façons, des habitats, par exemple, une loge de vigne dans la Marne n'est pas pareil qu'une loge de vigne dans l'Aube. Avec l'Aube, c'est les cadoles, c'est déjà un nom très particulier, c'est une façon de faire particulière. Et donc tout ça ramène à des cultures propres à chaque territoire. Et effectivement, après moi, il y en a eu un autre qui s'est essayé à créer un grand événement sur le champagne et qui a eu la bonne idée. Et moi, je rêvais que son événement puisse avoir lieu, mais il voulait faire un événement à Paris. Le Champagne aime Paris. Et effectivement, il avait raison, parce que Paris, là pour le coup, on revient à Paris, hein, mais Paris en fait, Paris est un symbole pour le champagne. C'est la vie nocturne, c'est la Tour Eiffel, c'est l'international, c'est le monde qui bouge, qui fusionne, qui pétille, etc. Et donc là, il y avait une légitimité à rassembler tout le monde là-bas. Et je me suis dit, lui, il a trouvé Et pourtant, ça s'est pas fait non plus, mais ça pour des questions conjoncturelles qui sont malheureusement tristes, c'est Covid, etc. Là, tu as quand même une vie qui est très dense et qui est passionnée parce que tu adores ce que tu fais, entre la mission UNESCO, l'exploitation, les enfants.
comment tu te drives intérieurement? Comment tu gères tout ça? Est-ce que c'est toujours un long fleuve tranquille? Personne n'y croit, mais ce qui m'intéresse, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, c'est comment tu te gères, en fait, et qu'est-ce qui te motive à avancer dans Non, tout ça? alors de temps en temps, j'ai des grands moments de solitude et j'ai l'impression d'être bipolaire en me disant non mais c'est pas possible. Hier j'étais euphorique, ce soir je suis complètement déprimée. Euh, non, j'ai pas, je sais pas si je me gère bien. Ce que je sais, c'est que oui, il y a des moments de grand doute où c'est très dur parce que je me dis mais est-ce que tu es vraiment à ta place? Est-ce que tu as le droit de faire ce que tu fais? Est-ce que tu es la meilleure personne pour être à cette place-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui sont nettement plus compétents sur deux? Le fameux syndrome de l'imposteur, en fait. Et en fait, ça, dans tous les dirigeants, tous les leaders que j'ai interviewés, il y a toujours, enfin, c'est quelque chose qui revient souvent et qui, en fait, est peut-être même sain, parce que ça permet justement de se réévaluer et de changer le cap si à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui est pas aligné. Mm. Donc ça, enfin, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est normal, et la mauvaise nouvelle, c'est que ben, ce sera toujours comme ça. Non, mais moi, j'ai été capable de m'auto-saboter parce que j'étais pas bien, en fait. J'avais un jour, personne n'avait compris la décision, mais elle a été. Alors, si je cherchais les raisons totalement rationnelles de la démission, quand j'étais administrateur au syndicat général des vignerons, du jour au lendemain, j'ai donné ma démission. Bien sûr, dans ma lettre de démission, il y avait des tas d'éléments très, très rationnels à la décision. Mais surtout, la première décision, la première cause de cette démission, elle était vraiment intérieure. C'est que, en fait, j'étais malade quand j'allais au conseil d'administration. Je ne supportais plus d'y aller. Pas parce que j'aimais pas les gens, pas parce que j'aimais pas ce que je faisais, mais c'est parce que en fait, je sais pas, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas légitime. J'avais besoin de construire quelque chose, de me dire, il faut que tu construises ta légitimité. Je représentais les vignerons, mais oui, certes, je connaissais le métier, je savais le faire, mais il me manquait, je parlais de choses, mais que je n'avais pas faites. Par exemple, je vais être très concrète. Je parlais de tourisme. Je disais, il faut faire un événement, il faut développer le tourisme à la propriété, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, en fait, je l'avais pas moi-même testé. Et en fait, quand le grand événement s'est pas fait et que j'avais plus la légitimité de tout ça, je me suis dit, mais moi, j'ai besoin de prouver que je suis capable aussi de faire un petit événement je suis capable et puis comme ça me donnera aussi une assise et une certitude sur ce que je suis capable de faire. Et puis surtout, ça légitimera aussi le discours sur c'est bien, il y a qu'à Faucon. En fait, Mais c'est précieux ce que tu dis, surtout toi qui évolues dans le milieu politique. Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est vachement important et c'est même hyper encourageant parce qu'en fait, c'est en train de donner l'exemple d'une personne qui fait de la politique et qui est hyper intègre. Et ça fait du bien. Parce que il n'y a pas que ça, tu le sais aussi bien que moi, toi qui es dedans en permanence. En fait, tes décisions, elles sont faites aussi par rapport à ce que tu incarnes, en fait. Et c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher parfois aux politiques. C'est en fait, j'ai un ami que j'embrasse, s'il regarde cette vidéo, cette interview, qui est régulièrement invité sur des chaînes de télévision pour des débats. Et en fait, mais il y va pour des sujets qu'il connaît pas. Mais il peut parler de n'importe quoi. C'est son métier. Et en fait, on sent que tu as vraiment envie d'incarner et de représenter, mais en profondeur, tu vois, de manière ancrée et de manière, je trouve pas le mot, mais tu vois, que tu intégré ce que tu vas demander aux autres de faire ou ce que tu vas proposer, etc. Et que ce soit hyper authentique et pas uniquement des conseils intellectuels et qui soient je pense pas qu'en incarnés. fait, à un certain niveau d'études, on est tous en capacité de parler de tout et de n'importe quoi à partir du moment où on nous a fait une fiche bien argumentée sur tous les points qu'il faut aborder. Donc ça, c'est pas très compliqué. Si on est un bon orateur,
si on a de l'aisance, qu'on a quelqu'un en face de soi qui pose les bonnes questions au bon moment et qui interagit, on peut faire et j'allais dire même nos formations, même dans les boîtes, au sein des boîtes, on apprend à faire ça. Moi, quand j'étais consultante, du jour au lendemain, je me retrouvais sur un sujet, je n'y connaissais rien, je savais rien du secteur, mais j'avais 24 heures pour intégrer le secteur, comprendre, et puis et hop, on me jetait dans le bain et il fallait que je sois à l'aise. Et en fait, je pense que finalement, c'est ce qu'on demande à tout jeune qui fait des hautes études, qui est dans le cursus des bacs plus 5 et autres. On lui demande d'être en capacité, voilà, on te jette dans la piscine et hop, tu nages, quoi. Et quel que soit ce que tu dis, et puis si tu fais des boulettes, t'inquiète, c'est pas grave, il y en a d'autres qui en font, on rattrapera le truc, quoi. Mais c'est un peu schématique, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et il y avait un côté assez grisant à ça. C'est-à-dire que quand j'étais dans le conseil, je trouvais ça hyper grisant. Je connaissais rien. C'est verbal, c'est du challenge. C'est du challenge. C'est en permanence l'esprit qui est complètement en ébullition. Allez, hop, ok, j'y connais rien à la banque d'affaires. Hop, je me mets dessus. Truc. J'y connais rien au système d'information pour les traders. Hop, je me mets dessus. Je vais comprendre. Bon. Donc c'est passionnant. C'est un peu effrayant, mais c'est passionnant. Et effectivement, j'avais cette capacité en moi. Et à un moment donné, je me suis trouvée vide. Je me suis trouvée vide parce qu'il n'y avait pas de... C'était la quête de sens. Oui, je suis capable de parler de tout ou de rien, mais en fait, je préférais parler plutôt de quelque chose et de quelque chose de très concret et de quelque chose que je maîtrise et que j'ai envie de partager. Quel est ton pourquoi, tu vois, de faire tout ça, d'être autant impliqué dans la culture champenoise, dans l'écologie? C'est quoi ton pourquoi? Je me suis posé la question de pourquoi j'étais à ce point-là. Parce que tu es vachement engagé, tu es passionné en fait. Mais ce territoire me passionne. Parce que quand j'étais plus jeune en Cagne, en Hippocagne-Cagne, j'avais une prof d'histoire, la même pour les 2 années, qui était géniale, qui était un phénomène et qui en fait à chaque fois qu'elle nous parlait de la Champagne, nous disait la Champagne pouilleuse, c'est moche, c'est moche. Bon, elle avait jamais mis un pied, hein, mais c'est pas grave. Si elle avait dû aller les voir la cathédrale, mais c'est tout. Et sinon, le vignoble et tout ça, là aussi, elle y connaissait rien du tout. Et quand moi j'ai débarqué sur ce territoire, je l'ai trouvé j'ai trouvé ses habitants attachants et j'ai trouvé le lieu magnifique. Et ce qui me désespérait, c'est de voir que les gens s'auto-dénigraient. Ah non, mais Reims, c'est moche. Oh bah Châlons, non, c'est un peu joli le centre, mais c'est quand même moche. Et je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ils disent des trucs pareils? Il y a du beau dans chacun de ces territoires, enfin de ces villes. Entre les villes, il y a ces villages, il y a des coteaux, il y a des vignes à perte de vue. Et donc, je trouvais que c'était magnifique. Et puis, sans compter l'automne, où là, il y a des couleurs quand même absolument merveilleuses. Et puis, je trouvais qu'il y avait une architecture de cette industrie du champagne qui était... Alors, industrie, c'est pas très beau comme nom, mais de cette production du champagne qui était absolument magistrale, complètement démesurée. Quand on voit le château Pommery, enfin, quand on voit Pommery à Reims, on se dit quand même folie des grandeurs. C'est dingue. Et en même temps, c'est tellement du marketing, c'est tellement une vision. Et c'était une femme qui le portait, ce truc-là. Elle a une vision pour son territoire. Et quand on sait que après la couleur du bleu de sa façade, elle la met partout dans tous les pressoirs du vignoble et qu'on se rend compte qu'en fait, bah ça, déjà, elle marque son territoire partout. C'est du marketing de compète, là. Et elle a compris. Et elle, on lui a pas fait faire une école de commerce. Elle l'a fait comme ça. Et en fait, et quand on voit que Mouette et Chandon, ils ont créé leur brique champagne et que à Nous de Champagne, on a la couleur du champagne sur une brique, sur une façade et qu'ils sont là et qu'on sait que ça a été fait pour eux, ils l'ont créé pour eux. Enfin, on se dit, mais c'est quand même la démesure de... Et quand on va à Avenue de Champagne et qu'on voit le Château Perrier, le nouveau musée d'archéologie régionale et d'histoire du Champagne, on voit la démesure et à la fois cette idée que on a un produit merveilleux qui est effervescent et qui doit montrer cette capacité de faire rêver en fait. Et à la limite, j'allais dire
Ça va être terrible parce que là, il y a des champenois qui vont me détester, mais j'allais dire, Disney n'a rien inventé. C'est-à-dire que Disney fait du féerique avec quelque chose qui est totalement, effectivement, de l'ordre de la créativité, du dessin, etc. Le champagne, lui, il a fait du féerique avec son outil de production et il a dit, OK, moi, je suis capable de montrer ma puissance, mon effervescence, ma créativité, mon innovation grâce à mes bâtiments. Et ça, il n'y a pas un territoire qui, pour l'instant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une valeur universelle exceptionnelle, c'est on est unique. Et en même temps, c'est un peu la patte des grands artistes et des personnes qui marquent le monde. C'est de faire de la démesure ou d'oser ce que personne n'a osé avant. Regarde Gustave Eiffel, qu'est-ce qu'il a fait? Ben oui. Il a pris pour un taré, mais je pense que quand Madame Pommery a peint sa façade en bleu, elle a dû faire jaser plus que Reims. Non, mais je pense qu'il faut imaginer, effectivement. Et après, à côté de tout ça, moi, ce que je trouve passionnant, c'est qu'il y a aussi toute l'histoire du paternalisme où ils n'ont pas laissé de côté, quand même, la question des ouvriers, de comment on arrive à utiliser cette richesse pour créer des hôpitaux, pour créer des quartiers. Le quartier du Chemin Vert à Reims, c'est un bijou de modernité et de pensée paternaliste et de comment on crée un environnement favorable au développement des familles, des enfants, voilà, sachant que les métiers étaient très durs. Rester dans les caves à la bougie avec des pathologies qui après en découlaient, qui étaient quand même pas évidentes. Et donc tout ça, il y a eu quand même toute une réflexion. Et moi, ces hommes-là, ces femmes-là, c'est quand même passionnant. Donc cette histoire, elle est passionnante. Moi, je suis passionnée parce que j'ai trouvé que ce territoire, ses habitants, les paysages, tout le monde me le rend enfin voilà, c'est chaque fois que je parle avec des gens, que je les vois passionnés. Là récemment, on avait le dîner caritatif du prix Pierre Cheval. On remettait des prix aux gens qui embellissaient et contribuaient à faire rayonner ce territoire. Et à chaque fois, c'est des échanges merveilleux, soit avec des maisons de champagne, soit avec des vignerons qui organisent des événements dans les vignes, des maisons de champagne qui rénovent, qui mettent en valeur leur outil de production, qui accueillent, qui travaillent sur leur histoire, sur leurs archives, et ça, c'est passionnant. Tu sais, en fait, je crois que ce que j'ai trouvé en Champagne, c'est quelque chose je trouve qu'on devrait démultiplier sur le territoire national, c'est la fierté. C'est au bout d'un moment, ce territoire n'était pas fier. Et cette inscription au patrimoine mondial l'a rendu fier. Et d'ailleurs, nous, notre mission, si on en avait une seule à la mission UNESCO, Champagne, c'est de dire, soyez fiers de votre territoire, soyez fiers de votre histoire. Aujourd'hui, moi, je suis désespérée, et là, je fais beaucoup de politique mais je suis désespérée de voir que ce pays et ses habitants se battent la coulpe en permanence en disant pardon, 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 pardon. Mais on a une histoire merveilleuse, oui, comme tout un chacun, comme chaque humain, on a des zones d'ombre, on a des zones de lumière, mais on a tellement de choses à raconter, on a tellement de choses à transmettre, et je me dis, mais c'est quand même dommage de pas oser dire, bah ouais, je suis fière d'être français, je suis fière d'être champenoise. Donc, quel conseil de tu pouvoir donnerais transmettre justement aux entrepreneurs qui nous écoutent? On va finir là-dessus parce que c'est joli comme fin. Qu'est-ce que tu veux aux entrepreneurs? Conseil, aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux personnes qui écoutent cette vidéo par rapport à tout ton parcours, par rapport à ton amour de la culture, par rapport à, tu vois, à ce que tu as vu du fait qu'il fallait être fier aussi de son terroir, de qui on est, de d'où on vient, de nos racines, et s'ouvrir et avoir une ouverture à l'inconnu. Aux autres et à l'inconnu, oui. J'allais dire tout est dit, tu vois, t'as tout bien résumé. Qu'est-ce qu'on peut dire à des entrepreneurs et des dirigeants? C'est continuer à être ce que vous êtes déjà, parce que chacun à sa façon. Dans nos entreprises, on construit des histoires. Finalement, moi, je dirais que l'histoire, c'est ce qui nous fait vivre, raconter des histoires, se retrouver autour d'histoires communes, de patrimoine commun, d'une culture commune,
Et je pense que chaque entrepreneur, quel que soit son domaine d'action, il contribue à l'histoire d'un territoire, d'un pays. Et au-delà de ça, c'est ça qui nous fait échanger avec d'autres territoires, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres histoires. Et c'est ça qui nous fait progresser. Et tu vois, l'UNESCO, et je finirai par ça, l'UNESCO, c'est la paix par l'éducation, la science et la culture. Et en fait, c'est pas pour rien que je me suis retrouvée là-dedans. C'est que ces trois piliers fondamentaux, euh, on doit aujourd'hui mettre un point d'honneur à transmettre des choses à nos enfants. Et c'est pour ça que je m'investis énormément, bénévolement. Hein, tout ça est très, très bénévole. Et c'est normal, d'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Hein. Si c'était pas bénévole, ça aurait pas du tout le même C'est un impact. sacré boulot, hein. Ouais. Mais il faut qu'il y ait du bénévolat sur cette terre parce que tout ne doit pas être payant. Il y a des choses qui doivent être gratuites. On doit pouvoir donner autant qu'on reçoit. Moi, c'est ce que je donne à ce territoire, c'est pouvoir le mettre en avant. Et je trouve que voilà, chacun à notre façon, dans nos domaines d'activité, on est en capacité de transmettre des choses, donc d'être dans l'éducation, de pouvoir pousser des savoirs, des connaissances. Là, c'est le domaine de la science. Et la culture, j'allais dire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui reste après tout ce qu'on a construit et c'est ce qui doit être transmis. Et aujourd'hui, il y a plein de biens qui sont en péril. Il y a plein de pays, il y a plein d'hommes et de femmes qui sont en péril parce qu'ils sont dans des lieux d'obscurantisme et de grande pauvreté culturelle. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que malheureusement, on leur donne pas accès à tout ça. Et je pense que c'est de notre devoir, à minima au sein de notre pays, de pouvoir transmettre, et puis plus largement, et c'est le cas de la mission UNESCO, d'ouvrir à un discours universel sur toutes ces questions d'éducation, de sciences et de culture. Voilà. Merci Séverine. Et en fait, je renforce à 4000% ce que tu dis parce que s'intéresser à la culture des autres civilisations aussi nous apprend Et énormément bien sûr. sur nous, nos civilisations et ce que l'on vit aujourd'hui. Non, mais c'est primordial, c'est que nous, on a des choses à partager. Voilà, c'est pas forcément transmettre. Le partage est vraiment essentiel. D'ailleurs, le champagne est un vin de partage, hein, c'est pas pour rien. Ça tombe bien, hein. Vous aurez une petite pensée pour Séverine avec vos petites coupettes. Mais il faut partager. Et puis, comme ça, on construit mieux ensemble. Et le monde de demain, c'est un monde d'enjeux quand même, où il va falloir qu'on partage beaucoup. Donc, ça va être un peu le mot du 21e siècle, mais je crois qu'on va être amené à se poser sérieusement des questions de partage. Donc, Merci Séverine, donc partageons en pétillant. Voilà. Merci Séverine. Merci à toi, Astrid. Je vous laisse écouter, commenter sous la vidéo, liker, partager et puis boire une petite coupette en l'honneur de cette interview en partageant. Champagne. À très bientôt. Champagne pour tout le monde. Très belle soirée à tous. Au revoir. À très bientôt.